Il y a des milliers d'années, bien avant que commence notre histoire, à travers d'innombrables fractures, la lave surgit des entrailles de la Terre. Ainsi sont nés les volcans d'Auvergne, majestueuses montagnes ou modestes collines. À Husson, il ne reste que la cheminée, des roches basaltiques solidifiées, un bec. Du sommet de la butte, une vue exceptionnelle à 360 degrés. À l'est, les Dômes, aux formes conservées, la chaîne des Dors, où culmine le Sancy, le Césalier et jusqu'au mont du Cantal. Ces volcans dominent, en bas, la plaine de la Limagne, où tranquille coule l'Allier. À l'ouest, les premiers contreforts du Livradois. Y a-t-il eu à Husson un temple gallo-romain, comme l'écrit Grégoire de Tours? En fait, c'est peu probable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que très tôt, on s'est aperçu de l'intérêt stratégique de la butte, surveillant et contrôlant la Limagne, cette voie de communication du nord au sud. Dès le VIe siècle, Thierry, le fils de Clovis, construit un château. 5 siècles plus tard, les comtes d'Auvergne y construisent un château de pierre, cette fois-ci, sur les terres du seigneur du Céau. En ce XIVe siècle, la guerre fait rage entre la France et l'Angleterre. En 1371, des bandes au service des Anglais s'emparent du château. Quelques mois plus tard, il est repris par du Guesclin et le duc de Berry. C'est un curieux personnage que ce duc de Berry. C'est le fils de Jean de Lebon et le frère du roi Charles V. Il a hérité du comté d'Auvergne. Bon chef de guerre, c'est aussi un grand seigneur, aimant le faste et le luxe. C'est aussi un prince débauché. Après son veuvage, il épouse une jeunette de 13 ans, ce qui ne l'empêche pas de combler d'attention et de bienfaits son favori. Il dépense sans compter. Il construit la Sainte-Chapelle de Riom et il demande au frère Limbourg d'illustrer de miniatures, une par mois, son livre de prières, Les riches heures du duc de Berry, illustrant en même temps les différents travaux des champs. Mais tout cela coûte cher. Il faut trouver de l'argent. Et tout naturellement, bien c'est les Auvergnats, d'accord ou pas d'accord, qui payent. De son château de Nonette, à quelques kilomètres d'Husson, lui aussi s'est aperçu de l'intérêt stratégique de la butte. Il décide donc de l'entourer d'une triple série de remparts pour en faire une des plus importantes citadelles du royaume. Et ce qui fera dire à un de ses contemporains qu'Husson, désormais, est semblable à un bonnet de pape. Jusqu'aux 4 coins de l'horizon se profilait sa silhouette imposante, avec ses barbacanes avancées, ses 20 tours, ses portes ne laissant qu'un étroit passage resserré par 2 bastions, sa rangée de créneaux, ses murs percés de meurtrières, ses encorbellements, sa ceinture de machicoulis, ses festons de pierre, ses parapets saillants, ses plateformes fantastiques. Dès lors, Husson mérite bien sa devise « Garde le traître ou la dent », signifiant par là qu'on ne pouvait s'en emparer que par trahison ou par famine. Et jamais, en effet, le château ne sera pris. À la mort du duc de Berry, Husson tombe dans le domaine royal. Un siècle plus tard, Louis XI renforce encore les fortifications et en fait une prison redoutable, où seul, disait-il, le soleil pouvait y pénétrer. C'est dans cette sombre forteresse que le 13 novembre 1586 arrive Marguerite de Valois. Elle devait y rester 19 ans. Ma vie fut bien aventureuse, et comment pouvait-elle en être autrement pour celle qui fut fille, sœur et femme de roi? Je suis née le 14 mai 1553 au château de Saint-Germain-en-Laye. Mon père, le roi Henri II, était le fils de François Ier, le roi chevalier, protecteur des arts. Ma mère, Catherine, était de par sa mère une Latour d'Auvergne et de par son père une Médicis, cette puissante famille de Florence, elle aussi mécène. Je n'avais que 6 ans quand se produisit ce terrible événement qui priva la France de repos et notre famille de bonheur. Ce 24 juin 1559, Henri II est mortellement blessé lors d'un tournoi rue Saint-Antoine à Paris. 10 jours plus tard, il expire. Mon frère François II n'avait que 16 ans.
Il avait épousé Mary Stuart, la fille du roi d'Écosse, mais malade, il meurt sans enfant au bout de 2 ans, et c'est un de mon autre frère, Charles IX, qui lui succéda. J'étais alors bien ignorante des troubles qui allaient ensanglanter le royaume. Depuis des années, les thèses protestantes de Luther, mais encore plus de Calvin, ont pénétré le royaume traditionnellement catholique. Dès lors, huguenots et papistes s'affrontent dans des luttes fratricides de plus en plus atroces et la répression royale est souvent redoutable. Les années passent et Marguerite est maintenant dans tout l'éclat de sa beauté. Je fus un de ses plus fervents admirateurs. Moi, Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme. Lorsque je la vis paraître si belle, rien au monde de plus beau n'eût su se faire voir, car, outre la beauté de son visage et la belle grandeur de corps, elle était très richement et très superbement parée et vêtue. Et tous, nous autres courtisans, allions, disant qu'elle les surpassait toutes en beauté, en bonne grâce, en toute perfection. Brantôme est bien bon, il est vrai qu'il a toujours été un de mes plus fervents admirateurs. Ma fille, vous voilà, âgée de 19 ans. Il est vraiment temps pour vous de prendre époux. Oui, oui, je sais votre passion pour Henri de Guise. Mais il n'est absolument pas question que vous l'épousiez. Le parti catholique est vraiment trop puissant. C'est à moi de choisir. Oh, oui, je sais. Vous avez déjà refusé Rodolphe de Habsbourg, Don Carlos d'Espagne, le roi Philippe d'Espagne, le prince Sébastien du Portugal. C'est à moi de choisir, j'ai dit. Ce sera Henri de Navarre. Mais ma mère, il est le chef du parti huguenot. Sa mère Jeanne est la pire par paillotte et je reste profondément catholique. Ce sera peut-être, enfin, le moyen de faire régner la paix sur ce royaume. Margot, c'est mon frère Charles qui m'a donné ce surnom familier, mais je préfère de beaucoup celui de Perle que les Espagnols nomment Margarita. Hélas, il faut maintenant me résoudre à un mariage dont je ne veux pas. Henri est né au château de Pau le 13 décembre 1553. Il a donc le même âge que Marguerite. Son père, Antoine de Bourbon, est roi de Navarre. Sa mère, Jeanne d'Albret, une des plus virulentes prédicatrices de la religion nouvelle réformée, mais il sera élevé par son grand-père maternel, Henri d'Albret. C'est un enfant difficile, qui partage son temps à essayer d'étudier, en particulier la Bible, et le plus souvent à courir à la montagne avec les gamins de son âge. Faut-il croire la légende qui raconte que vers l'âge de 5 ans, l'enfant aurait été présenté à la cour du roi Henri II par son père. Le roi, charmé de la vivacité du jeune Henri, lui aurait alors demandé « Voulez-vous être mon fils ?» Et Henri, se tournant vers son père, lui répond « Ah, merci, sire, mais c'est celui-là, mon père !» Le roi alors, lui présentant Marguerite, lui aurait demandé « Voulez-vous alors être mon gendre ?» L'enfant réfléchit « Oh ben oui, là je veux bien !» Savait-il un jour que cette prédiction se réaliserait? La mort de Jeanne d'Albret fait repousser le mariage au 17 août 1572. Henri, considéré comme hérétique, ne peut assister à la cérémonie dans la cathédrale Notre-Dame et doit attendre dans le cloître. On raconte que Charles IX aurait frappé sur la tête de sa sœur pour la forcer à prononcer le oui sacrementiel. Rien n'est moins sûr. Par contre, on s'en servira comme argument lors du divorce de 1599. De nombreux chefs protestants sont venus de province pour assister aux noces et aux fêtes qui les suivent. Pour le parti catholique des Guises, l'occasion est trop belle pour s'en débarrasser. Dans la nuit du 24 au 25 août, jour de la Saint-Barthélemy, le massacre commence. Dans les rues, sur les places, les cadavres s'amoncellent. La Seine, dit-on, est rouge de sang. Bientôt, ces massacres gagnent tout le royaume. Retenue dans sa chambre, Marguerite, malgré le bruit et les cris, ignore tout de la tuerie. Alexandre Dumas, dans son roman, nous raconte comment elle héberge un gentilhomme huguenot blessé, le comte de la Mole, dont elle est follement amoureuse.
Pardon, mais laissez-moi rétablir la vérité. 1 heure après, comme j'étais un peu endormie, voici un homme frappant des pieds et des mains à la porte en criant « Navarre, Navarre !» Ma nourrice, croyant que c'était là mon mari, le roi, court vitement à la porte. C'était un gentilhomme nommé Monsieur de Téjean qui avait un coup d'épée dans le coude et un coup d'hallebarde dans le bras. Il était de surcroît poursuivi de 4 archers. Tous entrèrent les uns après les autres dans ma chambre. Lui, voulant se garantir, se jeta sur mon lit. Moi, sentant ces hommes qui me tenaient, je me jette à la ruelle et lui après moi, me tenant toujours à travers le corps. Ah, je ne connaissais point cet homme et je ne savais s'il était là pour m'offenser ou si les archers en voulaient à lui ou à moi. Nous étions effrayés tous les deux. Dieu voulut que Monsieur de Nancey, capitaine des gardes, arrivât. Me trouvant en cet état-là, ne put se tenir de rire. Il se courrouça fort aux archers de cette indiscrétion et les fit sortir. Quant à ce pauvre homme, il me laissa sa vie, lequel je fis penser coucher dans mon cabinet jusqu'à ce qu'il fût de tout guéri. Compte tenu de son rang, Henri a la vie sauve, mais il doit abjurer et est retenu prisonnier. Il parviendra cependant à s'échapper et se réfugie dans ses terres à Nérac. En 1574, Charles IX meurt et c'est encore un frère qui lui succède, Henri III. La cour devient ainsi le miroir d'un roi extraverti. Elle l'accompagne dans ses crises mystiques exacerbées, elle se déchaîne lors de bals ou dans des ballets excentriques. Il applaudit les comédiens que Catherine a fait venir d'Italie, comme les premiers feux d'artifice. À Nérac, la vie de la cour n'a rien à voir avec celle d'Henri III. Mais avec l'arrivée de Marguerite, aux grandes dames des vieux seigneurs huguenots, l'austérité protestante n'est plus de mise. Comme à Paris, ce ne sont dès lors que fêtes, bals, festins, une douce complicité philosophique, la lie à Montaigne, qui lui dédie ses essais. Nous nous rassemblions souvent pour nous aller promener ensemble ou dans de très beaux jardins qui a des allées de lauriers fort longues. Et le reste de la journée se passait en toutes sortes de plaisirs honnêtes, le bal se passant d'ordinaire l'après-dîner et le soir. A-t-elle réellement aimé son mari? Eh bien, paradoxalement, il semble que oui. Bien que, comme elle le disait, il sentait furieusement du bec, de l'aile et du pied. Il n'empêche qu'il y a eu tout au long de sa vie et jusqu'à la mort du roi en 1610, une tendre amitié qui a uni les deux époux. Mais tout a une fin. En 1581, un ordre royal la rappelle à la cour de Paris. Et elle n'y est pas la bienvenue. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis longtemps, elle se heurte à l'hostilité de sa mère, Catherine de Médicis. Depuis longtemps, ma mère alla toujours en me diminuant sa ferveur, faisant de son fils son idole, le voulant contenter en cela et en tout ce qu'il désirait d'elle. Cet ennui me pressait le cœur et possédait toutes les facultés de mon âme. Quoi qu'elle ait pensé, je l'ai aimée. Et elle aussi, elle m'a aimée. Puis, elle m'a détestée. À vrai dire, elle n'avait vraiment rien compris à la politique que je menais pour le bien du royaume. Et pourtant, je lui avais donné une leçon, mon apanage. Mais bien sûr, jamais je n'aurais pensé qu'un jour elle y fût prisonnière. En fait, que lui reproche son frère? Eh bien, d'abord, sa vie tumultueuse et ses nombreux amants, réels ou supposés. Ensuite, ses incessantes moqueries et vexations envers les mignons, qui lui rendent bien. En troisième lieu, son affection pour son autre frère, François d'Alençon. Ce frère qui met en péril le pouvoir royal par ses intrigues. Enfin, et c'est peut-être le plus important, son incapacité de faire revenir à la cour son mari. Son mari qui est le plus proche parent du roi, et donc son éventuel successeur. Dès lors, la situation devient intenable pour Marguerite. En 1581, sans un adieu, brutalement, Henri III lui ordonne de quitter la cour. 3 ans. Cela va durer 3 ans. Marguerite pense trouver refuge à Nérac, chez son époux. Mais Henri de Navarre la délaisse, trop occupé par ses aventures galantes. De plus, il ne veut pas se brouiller avec son beau-frère et rallumer une guerre religieuse pour les beaux yeux de Margot. Elle part alors pour Agen. Se rapprochant par dépit de la Ligue catholique, elle fait mettre la ville en état de siège.
Haïe par les habitants dont elle fait détruire les maisons pour construire une citadelle, elle doit fuir précipitamment, abandonnant ses toilettes et ses meubles. Prochaine étape, Carla, dans le Cantal, une sombre forteresse construite par les Templiers sur un plateau désertique. Mais les troupes royales, lancées à sa poursuite, se rapprochent. La fuite reprend avec son amant, Aubiac. Une cavalcade de 200 km en quelques jours. Quand elle arrive devant Issoire, il fait nuit. Les bourgeois inquiets et ne voulant pas d'un nouveau siège dévastateur, ont fait fermer les portes. Pas de barque pour traverser l'Allier, qu'il faut passer à gué pour atteindre le château d'Ibois, vite encerclé par l'armée royale. Marguerite jure de mourir plutôt que de se rendre. Au bout de 3 jours, elle capitule. Aubiac, déguisé en femme, est rattrapé et emmené vers Paris. La princesse, elle, est enfermée à Saint-Amand-à-Lande, puis au château de Saint-Saturnin. Enfin, le 13 novembre 1586, elle arrive à Husson. Elle pense que sa détention sera courte, elle y restera 19 années. Voici donc Marguerite, prisonnière, dans cette sinistre forteresse que sa mère lui avait donnée en apanage lors de son mariage. Elle est sous la garde incessante du gouverneur, le marquis de Canillac, geôlier scrupuleux, fidèle serviteur de son maître Henri III. Elle y apprend une funeste nouvelle. Madame, soyez courageuse. Aubiac n'est plus. Sur la route de Paris, avec Perse après Rion, l'ordre est venu de le pendre. Horrible supplice, puisqu'on l'a pendu par les pieds, la tête en bas, jusqu'à ce que mort s'ensuive par suffocation. On jeta son corps encore palpitant dans une fosse qu'on avait creusée auparavant. N'avait-il pas dit la première fois qu'il avait aperçu Marguerite? Ah, l'aimable dame! Et je donnerais ma vie si j'avais la chance de lui plaire un jour. Mon cœur, puisque la nuit est maintenant venue, augmentant cette humeur si propre à mes douleurs, de mes yeux humides la pluie continue. Et pour noyer mon mal, écoute tout en pleurs. Je suis toujours au lit, toute la matinée. Ce n'est pas de paresse, mais mon œil désormais croit qu'il est toujours nuit depuis cette journée, que la mort me ravit ma lumière à jamais. L'amour donc, comme nous, seul divisé demeure, jusqu'à ce que la mort rassemble nos moitiés. Mais peu à peu, la situation de la prisonnière va s'améliorer. Bien que mariée, Canillac, comme tant d'autres, ne reste pas insensible au charme de la princesse. Et semble-t-il, en tombe amoureux. Elle va en profiter. Moi, Canillac, j'avais des sentiments pour elle. Et elle s'en est aperçue. Elle m'annonça qu'en remerciement de mes bontés, elle me ferait don d'un hôtel à Paris et de bijoux à ma femme. Mais, sitôt partie, elle envoya promptement un courrier à son notaire lui signifiant qu'elle annulait la donation. À Paris, déconfit, Canillac est la risée de toute la cour. Et il tombe en disgrâce. Par contre, à Husson, Marguerite triomphe. Libre, enfin libre, je suis la maîtresse du son. Et j'en ferai un Tabor pour ma dévotion, un Liban pour ma solitude, un Olympe pour mes exercices, un Parnasse pour mes muses, un Caucase pour mes afflictions. Elle renvoie la garnison, transforme la sinistre forteresse avec des meubles, des tableaux, des tapisseries et reconstitue une cour digne de son rang. Désormais libre, Marguerite se veut aussi une femme libérée. Elle est imprégnée de cet humanisme de la Renaissance, hérité de son aïeul, François Ier. Elle lit l'allemand, l'italien, elle pratique le grec et possède même des rudiments d'hébreu. Curieuse de tout, sa bibliothèque est imposante. On y trouve de tout, des textes anciens, mais aussi des auteurs contemporains, Montaigne, Ronsard et même Rabelais. Si Montaigne ne viendra jamais à Husson, Marguerite fréquente les frères d'Urfé, petite noblesse locale, mais surtout Honoré. Honoré d'Urfé, l'auteur de l'Astrée, où il rendra hommage à Marguerite et qui influencera toute la littérature précieuse du siècle suivant. Je tracerai mes mémoires à qui je donnerai un plus glorieux nom, bien qu'ils méritassent celui d'histoire.
pour la vérité, qui y est contenue nûment et sans ornement aucun, ne m'en estimant pas capable et n'en ayant aussi maintenant le loisir. Cette œuvre donc, d'une après-dînée, ira vers vous comme les petits ours, en masse lourde et difforme, pour y recevoir sa formation. À côté des belles lettres, Marguerite a baigné toute sa vie dans la musique. À l'église lors des cérémonies, au Louvre lors des bals, ou à Nérac, quand elle bouscule l'austérité huguenote. Il était de bon ton, à l'époque, pour la noblesse, de s'entourer de musiciens. Aussi, Marguerite décide-t-elle de fonder une maîtrise d'enfants pour accompagner les offices religieux. Pourtant, en même temps qu'elle se dote d'un maître de chapelle, elle se donne volontiers à eux. L'un d'eux aura un nom prédestiné, Claude François, dont elle fera le comte de Pomigny. D'un côté, la religion, de l'autre, les amours. Voilà bien toute l'ambiguïté de Marguerite, bien conforme à celle des Valois, et en particulier de son frère, Henri III. Une de ses amies n'a-t-elle pas déclaré « Ah, si on devait faire le portrait de la reine, on pourrait la représenter comme une sainte. » Si on s'arrêtait à la ceinture. Chaque jour, elle assiste à la messe dans la chapelle du château. Les dimanches et jours de fête, elle se mêle aux habitants dans l'église paroissiale, la même qu'aujourd'hui. Autour de la butte, elle fait édifier de petits oratoires où tous se rendent en procession. Enfin, 2 fois par an, elle distribue vivres et vêtements aux pauvres du village et reste ainsi pour la postérité la bonne dame d'Usson. 3 ans. 3 ans déjà que je suis arrivée à Usson. Mais cette année 1589 m'apporta 2 réjouissantes nouvelles. La disparition de mes pires ennemis, ma mère Catherine et mon frère Henri. Malgré une paix relative, le parti catholique des Guises n'a cessé de se développer et met en péril l'autorité royale. Aussi, Henri III décide de s'en débarrasser. À l'occasion des États généraux réunis à Blois, il fait assassiner Henri de Guise et son frère cardinal. En même temps, il se rapproche d'Henri de Navarre, son plus proche parent et donc son successeur potentiel. C'en est trop. Paris se soulève, destitue le roi et le remplace par le cardinal de Bourbon. Henri III ne peut accepter cette injure et il assiège la capitale. Mais à Saint-Cloud, il est assassiné à son tour par Jacques Clément, un moine fanatisé. Par la même occasion, Marguerite, jusque-là reine de Navarre, devient ainsi reine de France, puisque le trône revient à son époux. Pourtant, les jeux ne sont pas faits. Pour s'imposer, Henri doit guerroyer. Il bat les armées de la Ligue catholique à Arques et à Ivry. À Cros-Roland, Marguerite entend les échos de la bataille, à quelques kilomètres seulement. Finalement, il abjure sa foi protestante et se convertit une nouvelle fois au catholicisme. N'a-t-il pas dit « Paris vaut bien une messe ». Il peut ainsi entrer dans Paris. Et en 1594, il est sacré à Chartres, Reims étant encore aux mains des ligueurs. Pour Marguerite, à Usson, les ennuis s'accumulent. D'abord, le retour auprès de son royal époux qu'elle espère se fait toujours attendre. La vie luxueuse qu'elle veut mener coûte cher. L'argent semble lui filer entre les doigts. Les dettes s'ajoutent aux dettes. Comble de malheur, elle n'est plus maîtresse chez elle depuis que son cousin Charles de Valois, bâtard de Charles IX, lui conteste la possession de l'Auvergne. De procès en procès, les choses traînent en longueur et rien n'est réglé. Mais il y a plus grave. Marguerite n'a pas donné d'enfant à Henri, soit par manque de temps, parce que l'occasion lui a manqué, peut-être par manque d'envie ou par malformation congénitale. Il faut pourtant donner un successeur au roi. Pour Henri, les occasions ne manquent pas. Les demandes d'un divorce se font de plus en plus pressantes. À chaque fois, Marguerite les élude ou les reporte, dans l'espoir sans doute d'en tirer un quelconque bénéfice, jusqu'à ce jour où... Quoi donc? Mon mari a promis le mariage à la Destrée? Cette dévergondée? Cette marquise des rues? Cette dévoyée bagasse? Allez dire à votre maître que je n'accepterai jamais. 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 Mais Gabrielle d'Estrées a la bonne idée de mourir. A-t-elle été empoisonnée comme en a couru la rumeur? Rien n'est moins sûr. Dès lors,
Marguerite décide de s'incliner. Par raison d'État, bien entendu. Henri se tourne alors vers Florence et les Médicis. Marie est une lointaine cousine de Catherine. Rubens nous a laissé une série de tableaux monumentaux qu'elle lui a commandés pour son palais du Luxembourg. Bien en chair, comme le veulent les canons esthétiques de l'époque, elle promet d'être féconde. Pourtant, une difficulté subsiste, et elle est de taille. Le divorce n'existe pas, et seul le pape peut casser une union. On va donc avancer des arguments assez spécieux. D'abord, le mariage de 1572 avait été forcé. Deuxième argument, les deux époux étaient trop proches parents. Dans l'affaire, on oublie qu'on avait, à l'époque, obtenu une dispense. Finalement, le mariage sera célébré en 1599. Un an après l'édit de Nantes, qui devait assurer la paix entre catholiques et protestants. À Husson, Marguerite est maintenant persuadée qu'elle va pouvoir très bientôt revenir à Paris. Elle se trompe. Elle devra encore attendre 6 longues années. Prudent, se méfiant des intrigues de Marguerite, Henri n'est pas pressé. Pourtant, en juillet 1605, elle décide de franchir le pas et quitte Husson. Le 25, elle est reçue en triomphe par la municipalité de Paris, puis au Louvre, rencontre Marie de Médicis. Dès lors, les deux sœurs sont inséparables. Pourtant, il faut se loger, pas question d'habiter le Louvre. Elle s'installe d'abord au château de Madrid, dans l'actuel bois de Boulogne, puis à l'hôtel de Sens, que l'archevêque met à sa disposition. Voilà, c'est fini. Toute ma vie et bien après, certains m'ont sali. Mais gardez de moi le souvenir d'une princesse qui certes a aimé et a beaucoup été aimée, mais surtout l'image d'une femme bien en avance sur son temps, à l'avant-garde de son époque. Une femme heureuse, une femme libre. N'étant plus reine qu'en peinture, ni même Vénus qu'en luxure, et ne pouvant à son avis loger au Louvre comme reine, comme putain en bord de Seine, elle se loge en vis-à-vis. La bonne aventure au guet, la bonne aventure, la bonne aventure au guet, la bonne aventure.